Paris, Chemnitz, Köthen, l'Europe connaît une vague meurtrière d'attaques au couteau commises par des étrangers. Alors que les politiques sont obsédés par le spectre de dérives racistes, les citoyens commencent à se mobiliser face à l'incapacité des pouvoirs publics à les protéger. Le parti des démocrates de Suède progresse de 5 points à l'issue des élections générales. Seule formation importante à disposer d'une dynamique électorale positive, les démocrates de Suède progressent mais sont encore loin d'accéder au pouvoir. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Europe est-elle en passe de se réveiller alors que les attaques à l'arme blanche perpétrées par des individus étrangers se multiplient? Les citoyens allemands se mobilisent pour protester contre la politique migratoire de la chancelière Merkel. En France, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, du moins pas encore. Les manifestations de Chemnitz sonnent-elles le glas de l'Europe en dormition? Depuis la fin du mois d'août et l'assassinat au couteau d'un Allemand par un clandestin, un certain Youssif, le peuple se réveille. Alors que la chancelière Merkel a pris la tête de la politique immigrationniste au sein de l'Union européenne, de plus en plus d'Allemands en ont assez de payer le prix fort. Depuis plus d'une dizaine de jours, des manifestations sont organisées pour demander la fin de cette politique sans frontiériste. Et malgré le renfort des médias pour diaboliser ce ras-le-bol citoyen, chaque rassemblement est plus vaste que le précédent. Et au cas où la mobilisation faiblirait, un nouveau drame est venu secouer la Saxe dans la nuit de samedi à dimanche. À Köthen, un jeune Allemand est mort après une agression à l'arme blanche en marge d'une rixe entre deux Afghans. Là encore, il fallait compter sur les journalistes pour pointer l'extrémisme des participants à la marche organisée à la suite du meurtre. Rejoints par des représentants de l'alternative für Deutschland, les manifestants réclament un tournant clair dans la politique migratoire face à la multiplication des attaques commises par des étrangers, souvent en situation irrégulière. Et en parallèle de ces révoltes germaniques, Paris connaît également son lot de violence. Un homme a été interpellé ce lundi matin dans le 11e arrondissement de la capitale après avoir tenté d'égorger un postier avec des ciseaux. Une agression qui survient quelques heures à peine après une autre attaque la nuit dernière dans le 19e arrondissement de Paris. En effet, un Afghan s'est attaqué au hasard à des passants avec une barre de fer et un couteau d'une trentaine de centimètres. 7 personnes ont été blessées, dont 4 sont dans un état grave et une dont le pronostic vital est engagé. Les autorités refusent pour l'heure d'évoquer un quelconque caractère terroriste. Pourtant, on se souvient des vidéos de Daesh pour appeler leurs hommes à frapper en France à l'aveugle, avec des armes blanches notamment. D'ailleurs, en mai dernier, un autre individu, tchétchène celui-ci, avait également attaqué des passants avec un couteau dans le quartier parisien d'Opéra. Il avait fait un mort et plusieurs blessés. Le mode opératoire est donc bel et bien récurrent et marqué du sceau de l'État islamique. Mais face à cela, les autorités persistent à botter en touche. Pourtant, la France a payé un bien lourd tribut face au terrorisme islamique, y compris avec des auteurs arrivés en France parmi les flux de clandestins. Mais pourtant, pas de Chemnitz en France, juste une forme de sidération. Du moins pour le moment. Les témoins des attaques de dimanche ont en effet lancé des boules de pétanque sur l'assaillant armé. L'auteur des attaques aurait ensuite été à 2 doigts de se faire lyncher, mais les policiers sont arrivés sur les lieux pour l'exfiltrer de la foule, faisant usage de la force. Face à l'inaction des pouvoirs publics incapables de protéger ses citoyens et d'user de son monopole de la violence légitime, la peur et la colère montent crescendo. Cantonnés à un rôle de victime en puissance, bâillonnés et assommés par une camisole médiatique, les Français pourraient bien finir par se retrousser les manches pour se protéger et s'attaquer aux maux savamment orchestrés par les politiques. Les démocrates de Suède, 3e force du pays, avec une très forte progression au fil de ces dernières années, le parti devient l'arbitre du jeu politique. Pas encore au pouvoir, ces derniers ont toutefois dû faire face à une véritable pression médiatique. Olivier Frère-Jacques. Près de 18% des voix, 15 élus supplémentaires et une progression de 5 points. Le Parti des démocrates de Suède est d'une certaine manière un des gagnants des élections générales suédoises. Pour ce renouvellement parlementaire, le parti de Jimmy Åkesson, diabolisé pour ses positions hostiles à l'immigration, a montré qu'il faudrait à présent compter sur lui. Les résultats du scrutin de dimanche ont vu les sociodémocrates arriver en tête avec 28,2% des voix et 100 sièges obtenus. La perte électorale de ce parti de gauche est de 2,8 points par rapport au scrutin de 2014. En deuxième position, on retrouve les libéraux conservateurs avec 19,5% des voix, 69 sièges et une perte de 3,8 points. Ce parti, souvent classé à droite, ne détient plus que 6 sièges de plus que les démocrates de Suède. Derrière ces 3 partis, en tête du scrutin, on retrouve le centre et les héritiers du parti
Parti communiste de Suède dans les 8%, les chrétiens démocrates à 6,5%, les libéraux au-dessus de 5% et les écologistes à 4,5%. Tout l'enjeu réside à présent dans les alliances potentielles. Le meneur des démocrates de Suède, Jimmie Åkesson, affirme qu'il va d'ores et déjà exercer une influence sur la politique suédoise. Pour cela, il se dit ouvert à la négociation avec tous les partis. Mais le premier parti concerné semble être celui des libéraux conservateurs d'Ulf Kristersson. Celui-ci semble d'ailleurs pris en étau. S'il pourrait être tenté de former une coalition avec les démocrates de Suède, 7 sympathisants de sa formation sur 10 y seraient hostiles. D'un autre côté, une alliance avec les sociodémocrates semble tout à fait improbable. Les sociodémocrates, justement, déjà au pouvoir à l'issue de l'élection de 2014, formaient jusqu'à présent une coalition avec les écologistes de gauche. À eux deux, ils disposaient de 138 sièges. Loin de constituer une majorité absolue, ils n'en étaient pas moins majoritaires. Aujourd'hui, leur score cumulé leur permet d'avoir tout juste 116 députés, soit même pas un tiers de la Chambre basse. Les tractations des jours à venir seront donc cruciales pour la mise en place du pouvoir exécutif. Le paysage politique a de son côté connu un véritable renouvellement avec à présent 3 partis au-delà des 15%. Et si les démocrates de Suède misaient sur un score supérieur à 20 points, leur progression a pu être stoppée par la mobilisation induite par une campagne médiatique mêlant diabolisation et le prétendu risque de voir le parti anti-immigration arriver en tête. En France, côté média, la tendance était aussi à gonfler les scores potentiels des démocrates de Suède, ce qui permet aujourd'hui de relativiser leur percée dans les urnes. Les élections se succèdent donc et les méthodes restent les mêmes. Tous les regards sont à présent tournés vers les tractations pour la prochaine coalition. Viendra ensuite la campagne pour les élections européennes, scrutin pour lequel les populistes suédois pourraient envoyer une délégation plus étoffée que leurs actuels 2 députés sur 20. Le salafisme s'infiltre partout. Dans un rapport intitulé « La fabrique de l'islamisme », l'essayiste Hakim El-Karaoui pointe les dangers de l'islam radical alors qu'Emmanuel Macron a promis une réorganisation de l'islam de France. Thibaut Bastide. Ils sont partout, dans les campagnes, dans les villes et même sur les réseaux sociaux. Ils, ce sont les islamistes. Alors qu'Emmanuel Macron a promis une refondation de l'islam de France pour l'automne, le spécialiste de l'histoire de l'islam pour l'Institut Montaigne, Hakim El-Karaoui, a rendu un rapport plutôt alarmant sur la situation actuelle. En effet, selon l'auteur, l'islamisme serait, je cite, « aujourd'hui en situation de monopole intellectuel en France, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les librairies ». Il s'agit ici d'une situation de monopole non pas dans l'opinion en général mais au sein de l'islam en France. Les comportements communautaristes seraient en forte progression chez les musulmans français. Développement du halal bien au-delà des normes alimentaires, succès grandissant des blogueuses voilées ou encore hausse de la fréquentation des pèlerinages à la Mecque organisés par des salafistes. Ainsi, toutes les branches de l'islam en France seraient liées à l'islamisme radical, un islam de type sunnite radical qui suscite de vives inquiétudes qui ne datent pas d'hier. En 2016 déjà, Hakim El-Karaoui avait affirmé que 28% des Français musulmans étaient adeptes d'un islam qu'il qualifie de fondamentaliste. Une pratique particulièrement plébiscitée par les jeunes générations. La moitié des 15-25 ans suivrait un tel chemin. 2 ans plus tard, la tendance s'amplifierait. Ainsi, à l'heure où l'islam de France sera bientôt à l'agenda d'Emmanuel Macron, Hakim El-Karaoui préconise plusieurs mesures pour éviter une fracturation irréversible de la société. Parmi les propositions avancées, le contrôle du financement de l'islam. Si l'essayiste avance plusieurs pistes avec notamment la création d'une tour de contrôle des flux financiers et des dons, l'opération semble compliquée voire impossible à mettre en place tant le système de financement est opaque. Ce mécanisme poserait également un grave problème en matière de liberté d'association. Le rapport d'Hakim El-Karaoui fait du bruit même si dans le fond il n'apporte pas beaucoup d'éléments nouveaux mais pourrait peser dans la prise de conscience des élites. Reste que l'approche du rapport centré sur l'islam uniquement sans s'attaquer à la racine de la question et donc au phénomène d'immigration peut laisser perplexe. Les Français boudent le beefsteak alors que Calais a accueilli son premier festival vegan. La France enregistre une baisse de plus de 10% de baisse de la consommation de viande ces 10 dernières années. Un changement d'habitude alimentaire qui s'explique par des raisons culturelles mais aussi par la hausse des prix. Olivier Frère-Jacques. 12% de consommation de viande en moins en 10 ans. Les Français tournent le dos à la viande. Une étude Crédoc portant sur les habitudes de consommation est formelle. Les Français sont moins friands de viande. En 2007, ces derniers mangeaient en moyenne 153 grammes de produits carnés par jour, à savoir viande bovine et ovine, gibier, charcuterie ou encore volaille. En 2016, la moyenne passe à 135 grammes, soit une perte de 18 grammes.
Concernant la viande de boucherie, la moyenne a aussi chuté de 12 grammes par jour en 10 ans. Une tendance lourde qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'augmentation des prix qui dissuade une consommation trop importante. Mais le portefeuille n'est pas la seule cause de cette baisse. Depuis plusieurs années, les tendances végétariennes et véganes jouissent d'une certaine aura médiatique et ont conquis de nombreux consommateurs. Ainsi, les produits réputés végétariens et véganes sont de plus en plus souvent mis en avant dans les grandes surfaces comme dans les enseignes de restauration. Et si tous les Français sont loin de dire définitivement adieu à leur bout de steak, nombreux sont ceux qui se tournent à présent vers une consommation que l'on pourrait qualifier de raisonnée. Beaucoup décident ainsi de manger moins fréquemment de la viande et de privilégier la viande de qualité. Un changement culturel certes, mais un changement qui touche avant tout les catégories socio-professionnelles supérieures. Les CSP+, ont ainsi vu leur consommation passer de 140 grammes de viande par jour à 113 en 10 ans, soit une baisse de 19%, alors que les ouvriers consomment aujourd'hui 151 grammes en moyenne par jour, avec une baisse plus faible de 15%. Une baisse qui peut, elle, être mise en rapport avec la hausse des prix, plus qu'à la frénésie végétarienne, plus à même de toucher des populations urbaines aisées. Le constat est en tout cas clair pour les professionnels du secteur, la consommation de viande est en baisse et pour faire la différence, il faudra probablement tabler sur une meilleure qualité pour séduire les consommateurs. Et à présent, on reste avec Olivier Frère-Jacques pour passer à l'actualité en bref. Prison avec sursis pour Jean-Vincent Placé. L'ancien secrétaire d'État était poursuivi pour violence, injure à caractère racial et outrage à agent. Le 5 avril dernier, l'ancien ministre de François Hollande avait été arrêté avec 1,16 g d'alcool dans le sang après une soirée bien arrosée dans un bar de la capitale. L'écologiste avait en effet demandé à une cliente du bar de danser avec un ami, arguant qu'il était ministre. Après avoir essuyé un refus, il aurait alors proposé de l'argent à la jeune femme. Quand le vigile a décidé de s'interposer, le secrétaire d'État lui aurait alors proposé de faire un voyage pour Ouagadougou, ajoutant qu'il n'était pas au Maghreb. Si Jean-Vincent Placé a toujours reconnu avoir eu un comportement répréhensible et inadapté, il a toujours refusé également de reconnaître le caractère raciste de ses propos. Gérard Depardieu s'offre un bol d'air en Corée du Nord. Accusé de viol et d'agression sexuelle, le monument du cinéma français a assisté dimanche au défilé militaire du 70e anniversaire du régime nord-coréen à Pyongyang. Gérard Depardieu n'était pas le seul Français présent sur place. L'écrivain Yann Moix a également été aperçu. Les deux hommes seraient en Corée du Nord pour tourner un film. Streetéo sort du cadre. La société missionnée par la ville de Paris pour gérer les verbalisations de stationnement dans la capitale s'est offert quelques petites libertés. Le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, a accusé Streetéo d'avoir verbalisé des voitures stationnées sur la commune des Hauts-de-Seine, alors qu'elle n'a ce droit que sur Paris. En réponse, la filiale du groupe Indigo a annoncé que les amendes en question seraient annulées. C'est la 3e fois que Streetéo se fait rappeler à l'ordre, d'abord pour des contrôles fictifs, puis pour avoir embauché des agents non assermentés. Les Catalans délogent des squatteurs. Plusieurs habitants du quartier de Llagosta, dans la banlieue de Barcelone, ont manifesté contre l'occupation illégale d'un immeuble. Alors qu'ils voulaient expulser manu militari les squatteurs, les manifestants ont été reçus par des jets de radiateurs électriques et de skis. Le maire de la ville, présent sur les lieux, a demandé à la police de convaincre les occupants de quitter l'immeuble. Les squatteurs ont finalement été délogés sous escorte policière. Nouvel attentat suicide à Kaboul. Dimanche, à l'occasion des commémorations de l'assassinat du commandant Massoud, un kamikaze à moto s'est fait exploser près d'un convoi de partisans de l'ancien dirigeant afghan. L'explosion a fait au moins 7 morts et 24 blessés. Cet attentat, qui intervient 4 jours à peine après une double attaque qui avait fait 26 morts et 91 blessés, n'a pas encore été revendiqué. Le mouvement MeToo a eu raison du PDG de CBS. Dimanche, la première chaîne de télévision américaine a annoncé le départ de Leslie Moonves après de nouvelles accusations d'agression sexuelle, déjà mises en cause par plusieurs femmes. Fin juillet, 6 autres ont accusé le patron de fellation forcée et de violence. Leslie Moonves avait assuré avoir eu des relations consenties avec 3 de ces femmes. Face à ces nouvelles accusations, CBS a fait savoir qu'elle ne paierait aucune indemnité à ce stade et que l'indemnité éventuelle ne serait déterminée qu'une fois l'enquête terminée.
Le tennis partagé entre élégance et vulgarité. Élégance avec Novak Djokovic de retour au sommet. Le Serbe, ancien numéro 1, a remporté l'US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, en battant Juan Martín del Potro en 3-7, 6-3, 7-6, 6-3. Il s'agit de son 14e titre en Grand Chelem. Mais l'édition 2018 de l'US Open aura aussi été marquée par la vulgarité de Serena Williams. Lors de la finale, l'élégante joueuse américaine a qualifié l'arbitre de voleur, ce qui lui a valu un avertissement. Le 3e de la partie, synonyme de jeu, de pénalité. À l'issue du match, Serena Williams en a rajouté une couche, estimant que cette décision était sexiste. Et voilà, on s'approche de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Le philosophe et ancien député UMP Christian Van Est présente son dernier ouvrage, L'identité ou la mort. Vous êtes favorable au retrait, par exemple, du mot race dans la Constitution ? Non, pas du tout. Le mot race est un mot tout à fait qui a une objectivité. Et le mot racisme n'a de sens que si le mot race a encore un sens. Alors on supprime le mot race et on se drape dans l'antiracisme. C'est complètement aberrant. C'est jouer avec les mots. Et aujourd'hui, beaucoup de solutions politiques ou beaucoup de disputes politiques se basent uniquement sur une sorte de conception orwellienne du langage où on fait dire aux mots quelque chose d'absolu, alors que manifestement les mots sont simplement des outils. Et au programme de votre soirée également, retrouvez Politique Éco. Olivier Pichon reçoit le président du comité Trump France, Georges Clément, pour évoquer les liens du président américain avec les populistes européens. Et puis tout de suite, évidemment, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est à présent le moment de se quitter. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous avons des Allemands au village. C'est un jeune couple qu'on voit assez peu parce qu'ils travaillent beaucoup en Allemagne, dans l'imprimerie, je crois, enfin si, je sais. Ils ont fait refaire les volets de leur maison d'une manière qui fait un peu honte à tous leurs voisins, je veux dire tellement c'est bien fait. Ils ont tout fait refaire d'ailleurs par un entrepreneur en maçonnerie qui habite derrière chez eux, derrière le bar. Et qui est le seul à les connaître un peu parce qu'il parle l'allemand, cet entrepreneur. Et s'il parle l'allemand, c'est parce que son père le lui a appris. Et pourquoi son père lui a-t-il appris l'allemand ? Parce que son père avait été emmené au travail obligatoire pendant la guerre. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais ça mérite quand même, c'est une anecdote qui mérite d'être citée. En tout cas, c'est grâce à ce patron maçon germanophone que nous savons un peu ce que font nos deux Allemands. Ils ont une boutique à Prague, une boutique de papier d'ameublement, et leur imprimerie est à Prague, mais ils sont originaires d'une ville allemande qui se situe à 200 km de Prague. Laquelle, vous allez me dire, c'est là que j'en viens à mon sujet, c'est Chemnitz. Tiens. Et là, donc, notre maçon au bar nous disait l'autre jour, je les ai interrogés, bien entendu, sur les événements, sur le truc avec les migrants, là, les manifestations de l'extrême droite et tout ça, et ils m'ont dit, c'est moins l'extrême droite que l'extrême jeunesse. Ils m'ont dit, à Chemnitz, déjà, on n'aime pas beaucoup Berlin, qu'on prend pour vendu à l'immigrationnisme et à la gauche. Du coup, la jeunesse fait et veut le contraire de ce que fait Berlin. Elle s'entend d'ailleurs très bien avec la jeunesse de Prague, et c'est là, nous a dit notre ami maçon, que les Allemands de Campagnol m'ont fait comprendre un truc. Tu sais, moi je leur disais, bon tout ça c'est un peu loin quand même de chez nous, quand vous regardez la carte, et déjà ils m'ont fait observer que c'était pas tellement loin, puisque de Prague ils venaient ici en vacances 2 fois par an, et et puis il m'a dit, raconte-t-il toujours, le mari qui s'appelle Helmut l'a dit, les frontières, vous savez, maintenant ça n'existe plus tellement, la preuve, on travaille en Tchéquie, et vous les Français, vous vous méfiez pas assez des invasions. Alors je lui ai dit, puisqu'il est plein d'humour, me dit le maçon, il sait évidemment que mon père a été au STO, je lui ai dit pour l'invasion allemande on a déjà donné. Mais à Campagnol ça reste modéré. Je vous parle pas d'invasion allemande, m'a dit Helmut, tu le connais, c'est un type, me dit-il, c'est un type extrêmement calme, qui ressemble à un prof de 35 ans avec des lunettes, t'as un peu l'impression d'avoir affaire à un prêtre. Il me dit, non, je vous parle de l'invasion migratoire. Alors là, évidemment, je lui ai dit, Macron nous ment beaucoup, mais en fait, il en fait quand même venir assez peu comparé à vous. Et là, me dit le maçon, je lui dis ce que j'ai lu partout, 1000 par ici, 140 par là, je lui parle des bateaux de Méditerranée, mais lui ne pensait pas du tout à ça. Il me dit, attendez, mais vous avez l'air de me dire que les migrants de Madame Merkel, les nôtres, là, le million,
ne sont pas les vôtres, puisque c'est Mme Merkel qui leur a dit de venir en Allemagne pour leur donner du boulot. Mais ces gens vont devenir votre problème assez vite, c'est ça l'Europe. Alors moi j'ai répondu, mais vous voulez dire qu'on contribue à la financer par l'Europe, c'est ça? Non, il m'a dit avec son air calme, mais non, ça deviendra votre problème parce que la moitié de ce million de migrants de Mme Merkel peut très bien débarquer chez vous sans vous demander votre avis en 1 mois ou 2 pour aller s'installer sous les ponts à Strasbourg, à Paris ou à Reims. Et là, vous comprendrez ce qu'était votre problème. Mais comme je ne voyais toujours pas son raisonnement dans son entier, il m'a dit, je vais vous dire un truc qui fait un peu de peine parce qu'il s'agit de mon pays, mais la jeunesse de chez nous, quand elle commence à s'énerver, on ne peut pas l'arrêter. En plus, en face d'elle, il n'y a que des vieux. Donc elle est impossible à arrêter. Alors si elle commence à s'organiser contre les migrants en leur rendant la vie impossible, en les empêchant de venir dans les centres-villes, en débarquant dans leurs lieux de réunion, ils vont finir par se dire, et je l'ai entendu dire déjà, ici on a un travail pas très bien payé, en France on est payé un peu moins pour ne rien faire. Et en plus on risque pas de se faire taper dessus. Donc le résultat c'est que Mme Merkel a fait entrer tous ces gens dans une Europe où les pays ne sont plus étanches et que s'il y a une fuite de migrants en Allemagne, ça va se traduire chez vous par une inondation. Et moi, nous raconte notre maçon, en guise de conclusion, je lui dis, mais alors vous voyez l'avenir comment? Il m'a répondu, mais le prix des maisons ici va doubler, parce que vous êtes à l'abri pour un moment. Mais à Metz, à Strasbourg, ça sera le contraire. Les prix vont fondre parce que la vie va devenir difficile. Alors il y a un type au bar qui essayait de vendre lui sa maison depuis 2 ans et qui a dit, c'est toujours ça. Mais c'est quand même pas rassurant. Et ça a été la conclusion du jour à laquelle nous nous associerons. Voilà, ça s'appelle Campagnol TVL. On retrouve ce sujet sur YouTube isolément et on peut faire passer à ses amis, c'est même recommandé. Merci.